Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui d'un problème controversé, c'est l'existence de l'Atlantide. En général, on considère que l'Atlantide est un mythe, un continent totalement mythique. Je vais essayer de démontrer qu'il n'en est rien. Notre principale source de renseignements sur l'Atlantide, c'est Platon. Or, Platon nous dit que l'Atlantide était un continent situé au-delà des colonnes d'Hercule, ce qui veut dire au-delà du détroit de Gibraltar, autrement dit en plein Atlantique. C'était une grande île, d'après Platon, qui mesurait à peu près 3 millions de kilomètres carrés, transformée évidemment en mesure moderne, ce qui fait à peu près 6 fois la France. Elle était composée d'une plaine de 200 000 kilomètres carrés, à peu près 5 fois la Suisse, entourée d'une ceinture de montagnes. Au sud de cette plaine, il y avait la capitale, qui était reliée à la mer par un canal. Au milieu de la capitale se trouvait l'Acropole, une colline surmontée d'un temple dédié au dieu Poséidon, qui était le nom grec d'ailleurs de Neptune. Le degré de civilisation des habitants, les Atlantes, était assez élevé, pas élevé de façon extraordinaire, mais plus élevé que l'Europe. Ils connaissaient déjà le travail des métaux, alors que l'Europe, on était encore à l'âge de pierre. Ils avaient des mines, notamment d'or, de cuivre et d'orichalque, un métal inconnu. On suppose que c'était un alliage or-cuivre, mais sans certitude. Platon nous raconte qu'un jour, les dieux ont envoyé sur l'Atlantide un déluge et un raz-de-marée absolument extraordinaire qui a fait que l'île a été engloutie dans les flots en l'espace d'une nuit. Il s'agit probablement d'un effondrement de terrain. Les rescapés, parce qu'il y en a eu certainement, se sont enfuis en bateau vers l'Afrique, c'est-à-dire vers l'Est, peut-être aussi vers l'Europe, c'est difficile à savoir, et naturellement également vers l'Ouest, c'est-à-dire vers l'Amérique. Comment Platon connaissait-il cela? C'était à la suite de la découverte des manuscrits de Solon qui remontaient à peu près au VIe siècle avant l'ère chrétienne. Comme le pays occupait le centre de l'océan Atlantique, il est bien probable que les Açores en sont les vestiges. Alors l'Atlantide est-elle un mythe ou une réalité? En général, la science universitaire considère qu'il s'agit d'un mythe inventé par Platon qui aurait utilisé ce moyen pour décrire une société idéale. À mon avis, cette affirmation contient 3 erreurs. Tout d'abord, le récit de Platon n'a absolument pas le ton d'un mythe. Il existe des mythes chez Platon, ils n'ont pas du tout le même style. Le ton de Platon est celui d'un rapport historique ou d'une description géographique, pas du tout le ton d'un mythe. Deuxièmement, Platon ne décrit pas du tout une société idéale, il décrit une société qui a ses défauts et ses qualités. La terre est assez fertile, le commerce y est florissant, mais ce n'est pas du tout un idéal, ce n'est pas un paradis terrestre. Et surtout, d'autres auteurs que Platon ont parlé de l'Atlantide, notamment des auteurs qui sont antérieurs à Platon. Par exemple, Homère, qui est du IXe siècle, parle d'une île océane qu'habite Calypso, fille d'Atlas, ce qui veut dire fille des Atlantes. Hécatée de Milet au VIe siècle mentionne également les Atlantes. Hérodote, qui est antérieur à Platon, ne l'oublions pas, mentionne une montagne qui s'appelle l'Atlas. Elle est ronde, les habitants sont les Atlantes au-delà des colonnes d'Hercule. Thucydide, également, l'historien, raconte que la mer déferla sur l'île d'Atlantais. Il y en a aussi qui sont postérieurs à Platon, mais qui rapportent des traditions anciennes sans s'inspirer de Platon. Théopompe, par exemple, qui mentionne les Atlantes. Théophraste, qui cite le cataclysme qui engloutit l'Atlantide. Diodore de Sicile, qui décrit les Atlantes, qui avaient une terre prospère. Leur premier roi fut Ouranos. Les dieux sont nés chez eux. De plus, on connaît l'Atlantide par de très nombreuses traditions transmises par les peuples tant de l'Ancien Monde que du Nouveau Monde. Les habitants de l'ancienne Gaule et de l'Irlande disaient avoir été envahis jadis par les survivants d'une île engloutie. Les Basques avaient une tradition semblable. Les Guanches des îles Canaries gardaient le souvenir d'un continent englouti. Au Mexique, les Aztèques parlaient d'un continent disparu. Une île montagneuse située à l'est est nommée Aztlán, qui est le même mot que Atlan, évidemment. Au Venezuela, on parlait aussi d'un peuple nommé Atlan. En Égypte, les textes des pyramides
ne mentionne évidemment pas l'Atlantide sous ce nom, puisque c'est un nom grec, mais il mentionne un continent très loin vers l'ouest, nommé Amentet. Ce mot dérivait de Amen, qui signifie ouest. Un jour, les volcans d'Amentet éclatèrent en flammes, puis ce fut la grande inondation, un terrible raz-de-marée qui déferla sur l'île qui s'engloutit en quelques heures. Alors les survivants, d'après les textes, se sont enfuis sur 3 bateaux. Il est probable qu'il y en eut beaucoup plus, mais les textes en citent 3, pour des raisons mythologiques probablement. Ces bateaux s'enfuient vers l'est, c'est-à-dire dans la direction de l'Afrique. Alors le texte de Platon a beau être extrêmement précis, l'Atlantide était située au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire en pleine Atlantique. Malgré cela, des farfelus l'ont située dans les endroits les plus inattendus, au Bénin, au Nigeria, en pleine mer du Nord, dans l'île de Helgoland par exemple. Et puis la localisation la plus amusante, c'est l'île de Santorin, qui est une petite île de 76 km² située au sud de la Grèce. Ce serait donc imaginer que Platon a été assez sot pour confondre l'île de Santorin avec un immense continent atlantique. Un peu comme si de nos jours, un grand savant confondait l'île de Ré avec le continent américain. Ça ne tient absolument pas debout. Alors voyons maintenant quelques preuves tirées des disciplines scientifiques. Tout d'abord, la géologie. Le grand géologue Pierre Termier, mort en 1930, écrit: géologiquement parlant, l'histoire platonicienne de l'Atlantide est extrêmement vraisemblable. Toute la région au nord des Açores a été engloutie très récemment à une époque qui, pour les géologues, appartient déjà au présent. Termier ne connaissait pas la théorie de la tectonique des plaques, qui est postérieure à lui, mais cette théorie renforce totalement son opinion. D'après cette théorie, les plaques, d'une part américaines, d'autre part européennes et africaines, s'éloignent à la vitesse très faible de 2,5 cm par an. Si on essaye de reconstituer ce qu'elles ont été il y a fort longtemps, on s'aperçoit que les continents s'emboîtent très bien, notamment le Brésil et l'Afrique. Mais au niveau du Maghreb et de l'Amérique centrale, il y a un trou. Or, c'est probablement la marque de l'emplacement de l'Atlantide qui s'est effondrée. Passons à la navigation. Une expédition scientifique a ramené un jour des échantillons de tachylite qui se trouvaient par 3000 mètres de fond. Or, la tachylite est une roche qui ne cristallise qu'à l'air libre. Comment se fait-il qu'elle se soit cristallisée à l'air libre et qu'on la retrouve maintenant à 3000 mètres de profondeur, si ce n'est pas une preuve de l'effondrement de l'Atlantide? Également, l'expédition du commandant Cousteau a découvert des formations qui ressemblaient à des espèces de jetées, à des dalles et même à des escaliers. Un navire soviétique a également observé quelque chose qui ressemblait à un escalier. Disons maintenant quelques mots de la zoologie. Parmi les animaux dont Platon peuple l'Atlantide figure notamment l'éléphant. Mais l'éléphant est un animal de l'ancien monde, totalement inconnu en Amérique. Comment est-ce que les Amérindiens auraient-ils pu le connaître? Or justement, on a retrouvé en Amérique centrale des représentations très nettes d'éléphants. Comparons un peu les civilisations aussi de part et d'autre de l'Atlantique. On trouve certains symboles religieux identiques, la structure du calendrier est identique, et principalement, citons les pyramides à degrés. Comparons les pyramides des Mayas avec la pyramide de Saqqara en Égypte. Elles ont exactement la même forme. Pour finir, la linguistique. On a pu établir une vingtaine de mots, c'est pas énorme, qui se ressemblent énormément entre les langues d'Amérique et les langues d'Europe. L'exemple le plus typique, c'est le mot pour Dieu, qui se dit Théotl dans la langue des Aztèques au Mexique et qui se dit Théos en grec. Essayons maintenant de savoir ce que sont devenus les rescapés de la catastrophe qui engloutit l'Atlantide. Il ne faut pas compter sur Platon pour cela. Platon n'en dit pas un mot. En revanche, les textes égyptiens, les textes des pyramides, nous décrivent très en détail le trajet qu'ont suivi ces rescapés. Un immense avantage, c'est que les noms géographiques cités par les textes égyptiens sont restés à peu près inchangés jusqu'à nos jours et se retrouvent sur une carte d'Afrique. Les bateaux ont abordé sur la côte du Maroc au cap Rher,
qui de nos jours s'appelle le Cap Guire. C'est à peu près le même nom. Les survivants ont emprunté ensuite la vallée du Souss. De nos jours, c'est l'Oued Souss. Cette région a pris le nom de Baha. En égyptien, Baha signifie inondation. C'est encore son nom actuel. D'ailleurs, une tribu berbère se nomme Haït Baha, ce qui veut dire les fils de l'inondation. Une autre tribu berbère s'appelle Haït Ament, ce qui veut dire les fils d'Amentet. Les survivants arrivent dans la région du Touat. Les textes égyptiens l'appellent le Touat et de nos jours, elle s'appelle encore le Touat. Ils atteignent Gat, traversent le Fezzan en Libye. Ils passent par Djagaboub au nord-est de la Libye et aboutissent enfin au Nil. Et tous ces noms se retrouvent exactement sur des cartes géographiques modernes, ce qui est une preuve formelle de la véracité de leur dire. En conclusion, cette migration, à mon avis, ouvre des horizons insoupçonnés sur le passé de l'humanité. Malheureusement, les milieux universitaires ne montrent pas beaucoup d'empressement à en étudier les détails. À mon avis, voilà ce qui s'est passé. Après le cataclysme, le souvenir de ces événements bien réels s'est estompé et une mythologie s'est constituée. Le royaume des morts, au sens propre, c'est-à-dire Amentet, l'Atlantide engloutie, est devenu le royaume des morts au sens religieux, au sens figuré. Il est frappant que dans la région égyptienne, le Touat était une sorte de purgatoire qu'il fallait traverser avant d'arriver au royaume des morts. Or, la migration des survivants a traversé le Touat, région du sud-est de l'Algérie, avant d'arriver jusqu'au Nil en Égypte. C'est de là que vient cette croyance que à la mort d'un homme, son âme devait refaire d'est en ouest le trajet que ses ancêtres les Atlantes avaient fait d'ouest en est. Et ce voyage se faisait sur la barque d'Isis. Il est frappant à ce sujet que la barque d'Isis est toujours représentée voguant d'est en ouest, ce qui prouve qu'elle ne vogue pas sur le Nil, puisque le Nil coule du sud vers le nord. Si tout cela est vrai, eh bien il faut en conclure que la civilisation qui a influencé les autres civilisations, au moins de part et d'autre de l'Atlantique, c'est la civilisation des Atlantes, dont en fin de compte nous sommes les héritiers. Alors pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, je signale que j'ai écrit un petit livre, L'Atlantide, le continent perdu, qu'on peut se procurer à mon adresse. Por la esperantistoj, tiu libro ekzistas ankaŭ en Esperanto, Atlantido, la perdita continento. Ne hezitu kontakti min. Ĝis revido. Au revoir.